Bonjour, aujourd'hui une vidéo dédiée à Jacques Crèvecoeur. C'est un message que je vais adresser à Jacques Crèvecoeur, donc j'espère pouvoir lui apporter des informations qui pourront lui servir, qui pourront nous servir, car évidemment il n'est pas seul, nous sommes assujettis à des abus de la part de l'appareil d'État, des abus qui nuisent à nos libertés, et Jacques Crèvecoeur donc a courageusement dénoncé cela récemment, et donc cette vidéo, c'est parce que je me sens en phase avec beaucoup de ses opinions, et notamment dans sa façon de réagir face à cette oppression. Quand il parle de non-violence, qu'il dit qu'il faut éviter le piège de la révolte classique type gilet jaune, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il parle de retrouver son centre d'immobilisme émotionnel. Bref, il dit que la révolte doit se passer dans la tête. C'est-à-dire, il dit la meilleure révolte, c'est apprendre. La meilleure rébellion, c'est apprendre des choses, augmenter son niveau de connaissance, son niveau de conscience. Il parle de réenchanter le monde. Et là c'est sur ce terrain-là que je pense pouvoir apporter quelque chose. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai une chaîne internet, je suis spécialiste de la mythologie nordique, et puis je critique l'histoire. Parce que l'histoire officielle, malheureusement, n'est pas la vérité. Et donc, je fais un gros travail là-dessus depuis quelques temps, et je me fais copieusement harceler, insulter, comme Jacques Crèvecoeur d'ailleurs l'a montré dans sa vidéo numéro 34, comment il s'est fait insulter. Il a montré certains commentaires. J'avais l'impression que c'était des copier-coller des commentaires que moi je reçois depuis déjà 3 ans régulièrement. Tout simplement parce que je parle de mythologie nordique et de la véritable histoire. Et aujourd'hui, je pense pouvoir vous montrer que la mythologie nordique, c'est ce qui permet de réenchanter le monde, de retrouver son centre d'immobilité émotionnelle, et donc de gagner cette guerre psychologique. Parce que là, actuellement, ce qui se passe contre nous, le peuple, l'oppression qu'on reçoit, c'est avant tout une oppression psychologique, un lavage de cerveau. Et je pense, en tout cas ce sera l'objectif de cette vidéo, pouvoir vous montrer que la mythologie nordique est probablement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure antidote au lavage de cerveau. Voilà. C'est vraiment ça que je veux montrer dans cette vidéo. En tous les cas, ça prendra peut-être d'autres vidéos s'il le faut, mais vraiment, la mythologie nordique est écartée, diabolisée. Toutes les architectures d'oppression ont toujours éliminé cette culture celtique, nordique, parce que c'est une culture émancipatrice qui peut vous donner l'œil de l'aigle, l'œil du faucon, j'ai envie de dire. L'œil du faucon, parce que ça veut dire c'est un regard de très haut, on regarde les choses de très haut, on n'est plus manipulable. Aujourd'hui, tout le monde est manipulé. Les gilets jaunes, ça n'a pas fonctionné parce que les gens n'ont pas compris que c'était une partie d'échec qui est en train de se jouer. C'est une partie d'échec, c'est une guerre psychologique. On doit d'abord sortir du lavage de cerveau. Tant que vous n'êtes pas sorti du lavage de cerveau, vous allez pouvoir avoir autant de gilets jaunes que vous voulez, ça ne fonctionnera jamais. Parce que vous êtes déjà assujetti moralement, dans la tête. Et pour pouvoir remporter cette guerre psychologique, il faut gagner en connaissance, gagner en recul, il faut se centrer intérieurement, comme il le dit, et il faut réenchanter le monde, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la peur, il faut regarder le monde avec un autre regard plus enjoué. Et voilà, quand Jacques Crèvecoeur parle de réenchanter le monde, quand il montre à la fin de sa vidéo numéro 34 que la façon dont il va falloir se défendre, c'est donc pas par la violence, mais à la façon du Seigneur des Anneaux, il le montre bien, à la façon de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est une référence extraordinaire qui m'a touché encore une fois. Je suis en accord avec ça, parce que Gandalf, c'est un magicien, bref, c'est un druide, et le film Le Seigneur des Anneaux est inspiré de la mythologie nordique. Donc, c'est pas un hasard, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un hasard si Jacques Crèvecoeur prend comme référence Le Seigneur des Anneaux. C'est inspiré de la mythologie nordique. C'est ça le monde des enchanteurs, c'est ça les enchanteurs, les bardes, les contes, tout ça c'est de la tradition celto-nordique. Et donc, moi je vais apporter ma pierre de ce point de vue-là. Je vais vous raconter une histoire, un conte de la mythologie nordique qui en fait résume la situation dans laquelle on est. Mais
ça va permettre d'analyser cette situation avec l'œil du faucon, parce qu'on va pouvoir prendre du recul, parce que la façon dont c'est dit, c'est le monde voilà, magique de la mythologie nordique, on peut prendre du recul, et si on avait baigné dans cette culture, si on avait eu ça comme culture, qu'on nous avait raconté ces mythes-là quand on était gosse, et qu'on continue à raconter ces mythes et ces contes et légendes à nos gosses, il est tout à fait probable, je pense, que nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne serions pas comme aujourd'hui assujettis à la peur et à la manipulation, au lavage de cerveau, parce que ces contes, ces mythes vous racontent ce qui est en train de nous arriver, mais avec un regard différent, et vous permettent finalement d'avoir une vision de faucon, comme je disais, et de remporter cette bataille psychique, psychologique, dans laquelle on est complètement perdant, et on sera toujours perdant tant qu'on renoncera à cette bataille. Parce que la plupart des gens, de toute façon, sont ignorants que c'est avant tout une bataille psychologique. Mais pourtant, c'est ça. Il faut accepter la partie d'échec. Il faut rentrer dans un combat spirituel, j'ai envie de dire, du mot spirit, c'est-à-dire en anglais esprit. Le combat des choses de l'esprit. Il faut augmenter la connaissance. Comme il disait Jacques Crèvecoeur, la meilleure rébellion, c'est la connaissance. Et dans la mythologie nordique, le dieu principal, Odin, il a sacrifié son œil pour la connaissance. C'est-à-dire il a fait le choix de perdre un œil pour plus de connaissances. D'accord ? C'est quand même le dieu principal, c'est le patron. Donc c'est pour vous montrer l'exemple, pour montrer l'exemple à la jeunesse qui va s'imbiber de cette culture, de cette mythologie, que le plus important, c'est la connaissance, puisque le patron, lui-même, il a sacrifié son œil pour de la connaissance. Donc vraiment, vraiment, pas de rébellion physique, c'est stupide. Il y a beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace que cette rébellion-là, c'est la rébellion dans votre tête. C'est vous ancrer, vous retrouver votre famille d'âme, vous recentrer en vous-même. Et pour cela, eh bien, la mythologie nordique, c'est la meilleure arme, c'est pour ça qu'elle est diabolisée. C'est pour ça que je me fais insulter depuis déjà des années, comme si je parlais de sujets, voilà, j'ai jamais vraiment parlé de rébellion, moi. Les gilets jaunes, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Bon, j'en ai parlé une fois parce que bon, tout le monde en parlait, mais parce que j'ai toujours eu cette intime conviction, et là je rentre en phase avec Jacques Crèvecoeur, que si on veut sortir de cet assujettissement dans lequel on est plongé, c'est dans la tête qu'on va sortir. Ça commence par là. Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire de la géante dans la barque de pierre. Donc en fait, cette histoire, je la trouve très bien parce que elle permet, par l'analogie, de décrire la situation dans laquelle on se trouve. En plus, ça va permettre de reboucler avec les cathédrales Notre-Dame, puisque j'ai fait des grandes découvertes sur les cathédrales Notre-Dame, des grandes découvertes qui vont donner beaucoup d'énergie à notre cœur, qui vont nous raccorder avec nos ancêtres, qui vont faire qu'on se sent moins seul quand on va comprendre qui a construit ces cathédrales, Notre-Dame, et ce qu'elles veulent vraiment nous dire. C'est un message d'amour qui nous est transmis, et c'est aussi une clé pour l'émancipation, une clé pour élever notre niveau de conscience, pour avoir l'œil du faucon. La géante dans la barque de pierre. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine, un jeune roi et d'une jeune reine, qui sont heureux, qui viennent d'avoir leur premier enfant, et qui partent en croisière, donc sur un navire. Ils sont sur le pont, donc avec leur jeune bébé, ils sont très heureux, ce roi et cette reine. Et puis, à un moment donné, la nuit tombe et le roi, ainsi que le reste de l'équipage, tombent de sommeil de manière assez brutale et vont immédiatement se coucher. Donc, ils quittent le pont, ils vont dans les chambres et s'endorment de manière assez rapide, ce qui fait que la maman et son bébé n'ont même pas eu le temps de les accompagner. Ils se retrouvent finalement tout seuls sur le pont durant cette soirée. Et à ce moment-là, il y a une barque qui arrive, qui commence à accoster le bateau de la princesse, enfin de la reine. Et en plus, c'est une barque assez atypique, c'est une barque de pierre. Donc une barque de pierre accoste, et là de cette barque sort une géante. La géante sort, et finalement, quand elle arrive sur le pont du bateau où il y a la princesse et son bébé, eh bien, la reine, décidément, pardon, eh bien, elle prend sa véritable apparence. En fait, c'est un troll. Donc en fait,
C'est une troll. Alors les trolls, hein, dans la mythologie nordique, ce sont des monstres, hein, tout simplement. Hein. C'est des monstres, quoi. La princesse, décidément, la reine se retrouve complètement terrorisée. Et en fait, elle est tellement tétanisée par la peur qu'elle est incapable de prononcer le moindre mot. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est tétanisée. Et du coup, elle réagit pas, elle crie pas pour alerter le roi. La troll arrive, elle lui prend son bébé. Mais en plus de ça, elle lui prend tous ses habits, ses vêtements. Ensuite, elle prend la reine et elle la met sur la barque de pierre. Et elle pousse la barque de pierre au large. Ce qui fait que la reine se retrouve toute seule, prisonnière de cette barque de pierre qui dérive dans l'océan. Et la troll, vous savez que les trolls ont des pouvoirs magiques, elle va non seulement mettre les habits de la princesse, de la reine, mais elle va en plus prendre son apparence physique. Et du coup, aussitôt elle descend à la chambre du roi et elle engueule le roi, quoi. Carrément, elle dit au roi, mais pourquoi tu m'as laissé toute seule? Tu t'imagines ce qui aurait pu m'arriver? Tu m'as laissé seule sur le pont avec le bébé. Alors le roi, bon, lui, il n'avait jamais entendu sa femme parler comme ça, entre nous. Hein. Il dit, tiens, c'est quand même bizarre comment elle me parle. Mais bon, c'est vrai, il se dit, elle a raison, j'ai pas été terrible sur le coup. Il se culpabilise et il accepte les remontrances très sévères de la reine, qui finalement n'est pas la vraie reine, quoi. C'est un troll, c'est la troll qui en fait a pris l'apparence de la reine, a usurpé son identité, mais finalement elle arrive à tromper tout le monde, quoi. Personne ne la reconnaît, tout le monde croit que c'est la vraie reine, sauf le bébé. Le bébé, lui, il ressent les choses, il ressent que c'est pas la vraie reine, et du coup il pleure, et ils n'arrivent pas à le calmer. Le bébé pleure sans arrêt. Il n'arrive pas à calmer le bébé, parce que lui il ressent que c'est pas sa vraie maman, et que sa vraie maman, elle est plus là. Alors bon, ils mettent un terme à la croisière, ils rentrent au royaume, ils rentrent au château, et là, pareil, le bébé il s'arrête pas de pleurer, il continue à pleurer, à tel point qu'ils sont obligés de le mettre chez la nourrice en fait, parce que dès que la fausse reine reprend le bébé, il se remet à pleurer. Donc au final, le roi met son fils à garder chez une nourrice qui le garde tous les soirs, quoi, tout le temps. Et puis, la fausse reine trompe son monde, elle jouit voilà, de tous les avantages de reine, elle en abuse même, elle abuse de ses pouvoirs, mais personne n'ose rien lui dire parce qu'elle a toujours un truc à dire, elle a toujours une manière de culpabiliser l'autre, ce qui fait que les gens se sentent coupables, à chaque fois elle va les culpabiliser et du coup ils ne font rien, quoi. Et elle abuse du pouvoir, etc. Et puis un jour il y a deux jeunes princes du royaume qui passent devant la chambre de cette fausse reine et ils entendent un bruit bizarre. Parce qu'en fait cette fausse reine, c'est un troll malgré tout, et donc régulièrement elle retourne dans sa chambre et elle reprend son apparence normale, sa vraie apparence de troll, et là elle se met à manger comme une troll, elle dévore des bœufs par dizaines, quoi. Et donc ça fait un bruit pas possible, quoi. Engloutir un bœuf, ça fait du bruit. Alors ça excite la curiosité des deux jeunes princes. On commence à regarder par le trou de la porte. Et c'est là qu'ils voient qu'en fait c'est pas une reine, c'est une troll. Mais le truc, c'est qu'ils ont tellement peur de découvrir ça qu'en fait c'est une troll. Et puis ils savent pas trop où se mettre. Ils se disent, mais quelle va être la réaction du roi si on lui dit ça? Est-ce qu'il est au courant ou pas? On ne sait pas. Bref, ils sont tétanisés par la peur. Eux aussi, un peu comme la vraie reine avait été tétanisée. Et du coup, ils disent rien. Silence. Du coup, la situation continue. Et puis un soir, il y a quelque chose qui va se produire dans la chambre de la nourrice. Vous savez, la nourrice qui garde le bébé. Elle va voir apparaître une jeune femme, mais sous forme un peu magique, sous forme de lumière, sous forme éthérée, avec une chaîne attachée à sa taille, qui va apparaître dans la chambre de la nourrice. Donc la nourrice, elle est
elle est bouche bée, et elle voit que cette personne, cette jeune femme arrive et prend le bébé. Elle le prend dans ses bras comme ça, mais le bébé il ne pleure pas. Et puis elle repose le bébé, elle redonne à la nourrice en fait, et elle dit plus que 2 soirs. Et bien en fait, cette jeune femme, c'était la vraie reine, la vraie maman du bébé. Et en réalité, elle est toujours enfermée sur sa barque de pierre, mais avec un troll. Il y a un troll qui s'est tapé l'incruste et qui veut coucher avec en fait. Il veut abuser d'elle. Sauf que elle refuse par tous les moyens. Et du coup, elle s'est dit, je vais peut-être ruser. Vu qu'il veut coucher avec moi, elle a commencé à négocier quelque chose. Elle lui a dit au troll, si tu me laisses voir mon fils seulement 3 fois, 3 soirs de suite, alors là, ok, à la fin, je coucherai avec toi. Donc la reine, elle a réussi à négocier ça, ce qui fait qu'elle peut revoir son fils comme ça 3 soirs de suite. Évidemment, c'est une ruse. Elle espère surtout pas coucher avec lui. Elle revient le second soir. Pareil, la nourrice bouche bée. Elle voit cette personne, cette jeune femme qui prend le bébé dans ses bras, mais qui a une chaîne autour d'elle, qui dit plus qu'un soir, qui repose le bébé. Mais la nourrice, du coup, elle se dit, mais c'est marrant parce qu'elle n'a pas l'air d'être méchante. Elle a l'air même d'aimer le bébé, et le bébé a l'air de l'aimer aussi. Elle se dit, je vais dire quelque chose, je vais prévenir le roi, quoi. Je vais prévenir le roi, c'est trop bizarre. Elle rompt le silence. Elle se laisse, malgré la peur que lui procure cette émotion, elle rompt le silence, elle le dit au roi. Le roi dit, ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais passer la soirée avec vous. Le roi passe la soirée avec la nourrice, avec son épée. Et là, la reine réapparaît pour la dernière soirée. Et là, tout de suite, le roi la reconnaît. Il comprend tout de suite ce qui se passe. Il coupe la chaîne qui est derrière la reine. Et du coup, la reine reprend son apparence humaine normale. Et elle commence à lui expliquer. Mais à ce moment-là, on entend un immense, comme un tremblement de terre en fait dans tout le royaume. Il y a tout qui tremble, les meubles tremblent, ça dure quelques secondes comme ça. Tout le royaume est secoué. Et puis très rapidement, tout reprend sa place. Les gens reprennent leurs esprits. En fait, c'était le troll qui était accroché à l'autre bout de la chaîne de la princesse. C'est le troll qui voulait coucher avec elle. Il était accroché à elle par la chaîne, il se tenait à la chaîne, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit coupée. Et du coup, il est tombé, et il s'est fracassé la tête contre le sol, il en est mort. Et ça a fait trembler tout le royaume, quoi. La mort du troll, ça a fait vraiment trembler tout le royaume. Mais finalement, les choses sont revenues en ordre. Et donc, la princesse explique, la reine, pardon, la vraie reine, retrouve son mari, retrouve son bébé, ils sont heureux. Et elle explique ce qui lui est arrivé, elle lui explique que, paralysée par la peur, elle s'est fait prendre sa place par une fausse reine qui est une troll. Du coup, le roi, aussitôt, met la main sur la troll et il l'a punie, il l'a fait écarteler. Et donc, finalement, la vraie reine, la vraie maman du bébé, la vraie femme du roi, la vraie reine du peuple de ce royaume, retrouve sa place. Et ce peuple, cette reine, cette maman, cette dame et sa famille vont se retrouver et finir leur jour heureux. Et je vais vous faire maintenant une toute petite explication parce que ça résume vraiment la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Vous savez, la mythologie, en fait, ça fonctionne par analogie. La reine, la fausse reine actuellement, c'est la fausse maman du bébé. C'est un peu comme le gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'est pas notre gouvernement.
On a une culture qui n'est pas la nôtre. On a en fait des trolls qui occupent la place au niveau du gouvernement, mais pas seulement. Au niveau de la culture, au niveau de pratiquement tout en fait. Au niveau de l'histoire qu'on nous raconte. En fait, ce ne sont pas nos parents. Parce que, vous savez, dans une nation, le gouvernement, c'est un peu comme les parents. Et le peuple, c'est un peu comme les enfants. Et donc, nous n'avons pas notre vraie maman actuellement. Nous sommes en fait, dans le mythe que je viens de vous raconter, au stade où c'est la troll, en fait, qui est la fausse reine, et tout le monde croit que c'est la vraie reine. Enfin, la plupart des gens croient que c'est la vraie reine, sauf une minorité, en fait. Il y a quand même une minorité, heureusement, de gens qui voient que c'est pas la vraie reine. Mais le problème, c'est que ils ont peur. Du coup, ils la ferment. Et du coup, la situation continue et empire. Jusqu'au jour où le silence sera brisé. Et là, la situation pourra redevenir normale. Mais vous voyez, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, en fait. Nous, peuple du monde, j'ai envie de dire, finalement. Mais on va dire, peuple de France, peuple d'Occident, nous ne sommes pas gouvernés, nous ne sommes pas éduqués avec notre vraie maman, par notre vraie tradition. C'est ça qui nous manque, c'est la tradition. Et la maman, la reine, qui se fait voler son identité, c'est Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame d'Amiens. Toutes ces cathédrales Notre-Dame sont à mettre en relation directe avec ce mythe. Notre-Dame, c'est notre tradition, c'est notre vraie maman, c'est notre vraie identité, notre vraie peau, nos vrais parents, entre guillemets, qui sont à mettre en analogie en fait avec le gouvernement. Aujourd'hui, notre gouvernement, ce ne sont pas nos vrais parents, ce sont des usurpateurs qui ont pris l'apparence de gens gentils. Ils parlent bien, ils parlent très bien, ils ont l'apparence, mais au fond, ce sont des monstres. Ce ne sont pas des gens gentils du tout. Ils prétendent agir pour notre bien, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, dans la manipulation, il y a deux facteurs donc qu'on voit dans ce mythe. Il y a la peur et il y a la culpabilisation. Donc à la fois, on nous fait peur par ce virus, et surtout par la façon dont on exagère en permanence tous les jours le nombre de morts, etc. On empire les choses, vous voyez, on empire les choses. Et la culpabilisation. On nous culpabilise, on nous dit « Ah, mais vous sortez trop, c'est de votre faute ». Et puis là, j'ai vu un reportage du Monde qui nous expliquait que si les épidémies arrivaient, encore une fois, c'était à cause de nous, c'était à cause de l'humanité qui était méchante. On est tous des méchants, vous comprenez, on est tous des méchants. La culpabilisation et la peur. C'est la technique de base de la manipulation, sauf que là, on s'en rend pas compte parce que c'est à l'échelle gouvernementale, on est la tête dans le guidon. Et ce que fait ce mythe et la mythologie nordique, c'est vous donner l'œil du faucon ou l'œil de l'aigle. Moi, j'ai toujours l'œil du faucon parce que dans la mythologie nordique, le faucon est au-dessus de l'aigle. Mais bon, vous pouvez dire l'œil de l'aigle aussi si vous voulez. Bref, avec ce mythe, on voit les choses avec du recul, avec cette très belle histoire qui se passe sur le plan familial avec le roi, la reine et son bébé. Et bien en fait, on nous explique que c'est en train de se passer en ce moment dans les pays occidentaux, dans les pays du monde. On subit un terrorisme. C'est vraiment un terrorisme intellectuel, moral, que la population subit de la part d'un gouvernement qui n'est qu'un troll, qui usurpe une identité, qui se fait passer pour nos parents, entre guillemets, mais ils n'ont rien à voir avec nous, ils nous considèrent même pas comme leur ego, puisqu'ils nous considèrent comme des animaux, bien souvent. Donc, nous, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retrouver Notre-Dame. Et donc, l'intérêt avec mon travail des cathédrales Notre-Dame, qui se marie avec la mythologie nordique, ce qui permet de comprendre pourquoi elle est autant diabolisée. Voilà, on sort là du lavage de cerveau. Les cathédrales Notre-Dame sont un recueil, sont une trace, c'est la mémoire de notre peuple. C'est la mémoire de notre identité, c'est la mémoire de notre maman. Et c'est là où il faut comprendre pourquoi la reine, la vraie reine, notre vraie maman, elle est prisonnière d'une barque de pierre. La barque de pierre, c'est les cathédrales Notre-Dame.
Parce que les cathédrales Notre-Dame sont des cathédrales gothiques. Hein, le terme gothique, les Goths viennent du nord, hein, comme les Vikings d'ailleurs. Et les Vikings, en fait, étaient les derniers résistants de les derniers hommes libres, en fait, les derniers hommes libres de la culture européenne. Et donc, ils sont venus réimplanter cette culture véridique, émancipatrice. La mythologie nordique est émancipatrice. Voilà pourquoi elle est tellement diabolisée et combattue. Et ces cathédrales gothiques, là je vous livre un scoop, mais qui est appuyé par un livre. Bon, je suis pas là pour faire la promo, je vais pas vous le montrer, parce qu'après on va dire qu'il veut faire sa promo. Non, pas du tout, mais tout ça c'est vrai, c'est appuyé, c'est argumenté. Hein, il y a quelques vidéos qui en parlent aussi, là, que je vais continuer à faire. Mais c'est ça, les amis, ce mythe donne vie en fait à ce que sont les cathédrales Notre-Dame, c'est-à-dire c'est la mémoire de notre peuple, c'est la mémoire de nous en tant qu'entité collective, c'est notre famille d'âme qui nous montre, voilà, on avait ces symboles-là, on avait ces signes-là qui veulent dire ceci, qui veulent dire cela, qui sont une vision du monde propre à la mythologie nordique, mais également à la plupart des autres mythologies. C'est là où on se rend compte que la mythologie, souvent, se réfère à cette ancienne tradition. Et les cathédrales Notre-Dame, c'est notre culture, c'est la barque de pierre. Alors pourquoi la barque de pierre ? Tout simplement parce que les cathédrales gothiques sont faites avec une architecture en croisée d'ogives qui ressemble à des barques vikings mises à l'envers. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais en fait, une cathédrale gothique, une Notre-Dame, c'est une barque viking mise à l'envers. C'est un drakkar mis à l'envers. Donc la barque de pierre, c'est une cathédrale. Ça fait penser aux Vikings, parce que ce sont leurs descendants qui ont bâti ces cathédrales. Et tout a été inversé par les trolls. Nos faux parents ont tout inversé. Ils ont fait passer nos vrais parents pour des trolls. Alors que ce sont eux les trolls. Et les soi-disant trolls, donc les soi-disant méchants vikings barbares, en fait ce sont nos vrais parents. C'est notre vraie identité. C'est pas du tout ce qu'on nous raconte. C'est les derniers hommes libres en fait. Alors ils s'étaient réfugiés dans le nord, ils venaient du nord, d'accord, mais ils se sont quand même installés partout en Europe et partout en France. Donc, et ils ont construit des cathédrales gothiques, ces barques de pierre, dans lesquelles est toujours enfermée notre vraie maman, c'est-à-dire notre vraie identité, notre vraie tradition, qui va nous permettre d'avoir l'œil du faucon pour ne plus être sous l'emprise de ces trolls. Sortir des sortilèges des trolls par cette compréhension-là. Voilà, tout simplement. En retrouvant notre tradition, notre culture, notre dame, retrouver notre âme, notre état d'esprit, pour plus tomber dans le jeu de manipulation, pour plus tomber dans le lavage de cerveau des trolls. Voilà. Tout simplement, j'ai envie de dire... Alors, je vous invite évidemment à vérifier tout ce que je vous dis là, parce que c'est pas rien, mais moi je travaille dessus depuis des années, et si je me fais cracher dessus depuis des années, comme se fait cracher dessus Jacques Crèvecoeur dans les commentaires, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a une armée de trolls qui sait ça, et qui a tout fait pour que je n'arrive pas à ces conclusions, mais maintenant ça y est, j'y suis arrivé. Les cathédrales Notre-Dame sont des recueils, ce sont des livres, j'ai envie de dire, de pierre, à coder évidemment, sur lesquels on va avoir une philosophie, une vision du monde, qui va nous empêcher de se faire manipuler. Voilà, je ne développerai pas plus. C'est mis donc en lumière, ou en mouvement, j'ai envie de dire, mis en image, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est mis en image par ce dernier mythe que je viens de vous donner. Nous sommes assujettis à une clique de trolls qui usurpe tout le temps l'identité des gentils, et qui finissent par faire croire que les gentils sont des salauds. Mais voilà, notre maman est enfermée dans les cathédrales Notre-Dame, il n'y a plus qu'à la délivrer. Voilà. Et voilà, on retrouve ce mythe de la princesse, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais le lapsus reine-princesse, la mythe de la princesse qui est enfermée, ça on le retrouve dans beaucoup de mythologies, la mythologie celtique aussi. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'en fait, on nous a volé notre âme sur le plan collectif, notre culture, notre tradition, tous ces éléments qui nous permettent de ne pas se faire manipuler comme on se fait manipuler. Et donc voilà, je pense aussi que c'est un formidable outil pour réenchanter le monde que cette mythologie nordique qui a été mise en image par Tolkien, le Seigneur des Anneaux, qui a été un succès.
qui bizarrement est très difficile à trouver, qui bizarrement n'a pas eu vraiment les suites escomptées, malgré son grand succès. Vous voyez comme quoi les trolls sont partout et ils savent que l'antidote contre leur sortilège, c'est cette mythologie nordique. Donc voilà. Bah écoutez, je salue encore une fois Jacques Crèvecoeur. Et puis, merci à ceux qui me suivent depuis le départ, qui m'aident contre ces trolls. Voilà. J'ai envie d'encourager tout le monde à faire des vidéos. Suivez l'exemple, faites des vidéos. Nous devons être de plus en plus nombreux à rompre le silence, parce que c'est ça aussi que nous apprend ce mythe. Hein. C'est en rompant le silence, en ayant le courage de rompre le silence, que le sort s'annule. Ça va faire un peu de vacarme, mais après tout le monde va retrouver ses esprits. Il ne faut pas avoir peur, voilà. Surtout ne pas avoir peur. Et pour ça, il faut réenchanter le monde, et pour ça, il faut déplacer le combat sur le plan moral, sur le plan culturel et spirituel. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça aura été clair. Vous aurez probablement des questions. N'hésitez pas, je suis là pour continuer d'expliquer tout ça. Et tout ce qui s'est passé aussi. Voilà. Merci. C'était Oleg de Normandie pour vous servir et surtout pour servir donc la vérité et la justice. Merci et au revoir.